Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Madame, monsieur, bienvenue dans cette émission Trendstalk, une émission qui, comme vous le savez, est co-organisée chaque semaine avec le magazine économique Transcendance que j'ai le plaisir de diriger et l'honneur surtout depuis quelques années. Alors aujourd'hui en studio, on a le plaisir de recevoir Pierre Degand de la maison éponyme, qui est une très jolie expression française pour dire que la maison Degand porte effectivement son nom. Alors c'est un très très bel hôtel de maître situé avenue Louise. C'est là où en principe les hommes élégants, alors peut-être que Pierre Degand reprendra l'expression que j'utilise, viennent s'habiller. Alors ils viennent de Bruxelles, ils viennent d'un peu partout de la Belgique et même de l'étranger. C'est une maison qui a été fondée en tout cas à Bruxelles en 1983, ça ne nous rajeunit pas, elle est toujours là. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'au-delà des aspects mode, dont on parlera aussi avec notre invité du jour, Pierre Degand, c'est aussi une entreprise familiale qui est gérée de main de maître par Pierre Degand et d'ailleurs aussi son épouse Michel. Et donc on va parler aussi donc, d'une entreprise familiale avec ses défis. En l'occurrence ici, il y a cette volonté de rester au top, je dirais, de la mode masculine, mais on sait très très bien aussi que l'époque est plus au décontracté, au casual. Et donc c'est aussi un des défis que cette entreprise familiale typiquement bruxelloise doit relever. Et pour en parler, eh bien, on a le plaisir d'avoir Pierre Degand à mes côtés. Bonjour Pierre. Bonjour, Monsieur Falzaoui. Eh bien, ravi de vous retrouver, Pierre. On va tout de suite démarrer avec vous. Alors bon, je connais quelques personnes qui viennent s'habiller chez vous, puisqu'il y a énormément d'hommes d'affaires, et ce sont des gens que je pratique quand même assez régulièrement à travers le magazine ou simplement ici à travers Trendset. Alors, ils vous trouvent un travailleur absolument infatigable, quelqu'un de très exigeant. Ils disent aussi de temps en temps, c'est parce qu'ils vous aiment beaucoup, que vous êtes un petit peu ronchon et que pendant quelques années, vous êtes un peu plein, puisque vous êtes très exigeant, sur le côté débraillé même d'un certain homme d'affaires, de CEO, etc. Mais j'ai cru comprendre, en préparant un peu cette émission avec vous, que finalement, il y a peut-être un changement. Effectivement, il y a un changement, mais un changement, je pense, même très positif. Dans le sens que, oui, j'ai mon caractère, c'est la vérité, et j'aime dire ce que je pense, pour essayer d'avoir un dialogue avec le client. Et je sens que actuellement les patrons d'entreprise ou certaines personnes qui ont une position sociale dans l'entreprise à vouloir se démarquer et qui reviennent tout doucement à vouloir se réhabiller convenablement en fonction. Alors convenablement, ça ne veut pas dire nécessairement la cravate, mais en tout cas la pochette, bien souvent. Mais la cravate revient également. Et donc vous avez été assez triste pendant quelques années de voir que des CEO de grandes institutions, que ce soit des banques ou des entreprises, se relâchaient sur ce plan-là. Alors, au départ, ça a été le Casual Friday aux États-Unis. Puis après, il y a eu des créateurs d'ordinateurs, etc., qui se sont mis en t-shirt. Oui, les geeks. Voilà. Et puis après, il y a eu le Covid. Le Covid, ça a tout arrêté. Forcément, il n'y a plus personne qui s'habillait. Tout le monde faisait du télétravail, passait à la télévision ou passait dans leurs entreprises sur vidéoconférence, etc. Alors, des fois, ça me faisait marrer parce qu'ils étaient habillés du haut, ils étaient en pyjama dans le bas. Et qu'après, il y a eu vraiment le laisser-aller. Et on sent maintenant qu'il y a cette reprise qui s'amorce. Le Covid, c'est vrai que vous avez passé pas mal de crises économiques, comme d'ailleurs toute institution, comme toute entreprise économique, puisque quand le pouvoir d'achat se réduit, même quand on a un certain pouvoir d'achat, peut-être qu'on se dit on ne va pas acheter un 3e costume ou un 5e costume, etc. Le Covid, c'est une période qui a été marquante pour la maison Degand. Ah oui, très, très fort, parce qu'en plus de ça, juste avant le Covid, on avait transformé tout le bâtiment, on avait rénové tout le bâtiment, que les budgets avaient explosé par rapport à ce bâtiment qui date de 1913. Oui, j'ai cru comprendre que vous avez mis 2 millions d'euros d'investissement. 3,6 millions. 3,6 millions. Oui. Voilà. Et donc ça a bloqué beaucoup de choses, et c'est grâce à des gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer qui ont dit bon, il faut absolument aider la maison Degand. Sauver le soldat Degand. Sauver le soldat Degand. Et les banques m'ont réouvert certaines lignes de crédit qui n'étaient pourtant pas très importantes, mais
aussi bien dans le système Horeca que dans le système textile, les banques avaient arrêté tout crédit. Ouais, et ils avaient annulé les lignes de crédit. Et notamment pour tout ce qui était secteur du textile, j'imagine. Oui, il n'y a pas que l'Horeca, le textile aussi a beaucoup souffert. Oui, beaucoup, oui. Et maintenant, on est reparti dans une croissance. Et on a énormément de chance parce que, justement, comme je vous ai dit, les gens se réhabillent. Alors, je voulais aussi vous poser une question sur simplement votre entreprise, qui est une emblématique de Bruxelles. Alors, ceux qui, comme moi, sont bruxellois connaissent, mais tout le monde n'habite pas à Bruxelles, et puis d'autres qui nous regardent sont dans d'autres villes. Si vous deviez décrire la maison de Gand, même physiquement, qu'est-ce qu'on y trouve? Quand on passe le pas de porte, on y trouve quoi? Alors, on a une clientèle nationale d'abord, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, mais on a une clientèle internationale également. Pourquoi? Parce que ça fait de nombreuses années que je suis très exigeant avec moi-même, je suis très exigeant avec les fournisseurs, dans le sens qu'on travaille avec les leaders de chaque gamme de produits. Et ces leaders sont de plus en plus, ça s'amenuise, parce que les dirigeants ont un certain âge et arrêtent de travailler. Mais s'ils sont leaders du produit, ils font les plus belles choses, aussi bien en étoffe qu'en fabrication. L'important dans un vêtement, quel qu'il soit, c'est une grande part de fabrication, c'est-à-dire la matière première. Fabrication. Et un tiers matière première. Les deux font un prix. Bon. Et on s'adresse à une clientèle qui ont une culture, une éducation, et qui veulent dépenser de l'argent, mais à bon escient. Ils n'ont pas besoin de marque, ils n'ont pas besoin de tous ces labels extérieurs, parce qu'ils savent ce que la maison de Gand propose, ils ont confiance dans la maison de Gand, ils ont confiance dans le produit, parce que ce produit perdure dans le temps. Actuellement, il y a une multitude de confrères, dans le monde entier d'ailleurs, qui vendent des vêtements, quels qu'ils soient, que ce soit des chaussures, des chemises, peu importe, avec un prix qui est un prix. Mais c'est pas des produits de grande qualité. C'est un faux luxe. Le vrai luxe, c'est un vêtement qui peut perdurer et que, en plus de ça, on peut bien souvent le réparer, l'upgrader par des détails. Mais bon, je peux vous citer plein de possibilités, mais il faut faire cas par cas. Alors, on y reviendra. J'imagine que la régie montrera des photos de la façade et sans doute de l'intérieur de la boutique de la maison de Gand. Comment se fait-il que cette maison, parce que vous ne nous avez pas dit, il y a, je crois, 34 personnes qui travaillent chez vous? 34 personnes, oui. Alors, en mètres carrés, ça doit être assez aussi énorme, dans le sens où il n'y a pas l'équivalent, ni à Paris, ni à Londres, ni à Milan, alors que la démographie est plus élevée et qu'il y a même plus de pouvoir d'achat qu'à Bruxelles. Ça a l'air un peu bizarre. Tout à fait anachronique. C'est vrai que cette maison, et je l'entends souvent de clients et amis maintenant parisiens, le mètre carré est nettement moins cher à Bruxelles qu'à Paris. J'ai eu la grande chance de pouvoir acquérir ce bâtiment à une époque où, en 83, personne ne voulait un bâtiment comme ça. Moi, je l'ai acquis sans argent. J'ai un banquier qui m'a fait confiance et qui m'a fait un chèque, qui m'a donné également le dash, la volonté, je l'avais déjà, de vouloir me battre pour justement réaliser ça. Oui. Et c'est vrai que ce même bâtiment à Paris, il coûterait 10 fois plus cher, mais il y aurait peut-être 10 fois plus de clients. L'avantage, c'est que le client qui vient, qui fréquente la maison de Gand, a un confort, une aisance particulière. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise familiale fondée en 83. Je crois que vous avez démarré même un peu plus tôt, dirigée par vous et votre épouse Michel. Alors, on parle aussi d'économie, c'est une émission évidemment économique. Comment vous réagissez ou comment vous faites pour survivre, si je puis dire, aussi à la concurrence? J'ai l'impression que votre maison, si je puis me permettre l'expression, est prise en tenaille. Alors, c'est pas le prêt-à-porter qui est votre concurrence, c'est pas du tout votre cible, mais vous avez un certain nombre d'entreprises qu'on connaît, qui sont à Bruxelles ou ailleurs, qui font aussi des costumes qu'on pourrait qualifier d'entrée de gamme ou que sais-je, autour des 600 €, des choses pareilles. Et puis, vous êtes un peu plus haut, et puis vous avez des grandes maisons, style Dior, qui ont un logo, qui est connu du monde entier.
Est-ce que c'est pas une position un petit peu inconfortable et d'être pris en tenaille comme ça? Tout à fait, c'est tout à fait inconfortable, surtout que les produits de ces grandes maisons sont 9 fois sur 10 les mêmes produits que les nôtres. Parce qu'il faut savoir que les fabricants de vêtements, de textiles, etc., à partir du moment où on offre un produit de qualité, il n'y en a pas une multitude, surtout maintenant. Les produits qui sont faits en Chine, au Portugal, en Roumanie, etc., ça, il y en a en veux-tu, en voilà. Vous pouvez marger très fortement sur ce genre de produits, mais ceux qui sont faits en Italie, avec des traditions vestimentaires, avec des traditions de vêtements bien faits, il n'en existe pas beaucoup. Il en existe peut-être une dizaine maximum. Après, le haut de la pyramide, ce sont les vêtements qui sont faits entièrement à la main. Il y avait à l'époque le leader qui était Brioni, qui malheureusement ne va pas bien du tout pour l'instant. Il est au sein de la maison Kering, je crois. Il est au sein de la maison Kering. Si vous voulez, on peut en parler, mais bon, je ne pense pas que ce soit le sujet. Et puis après, vous avez Keaton, et puis après, vous avez Saint-Andrea. Saint-Andrea travaille pour certaines grandes marques également, uniquement en costume mesure. Nous, on travaille avec lui, mais il n'y a pas une marque, c'est pas ostentatoire, c'est discret, c'est du low profile. Et disons que la maison de gants prône ce genre de produit à un juste prix, et disons destiné à une personne qui comprend ça et qui doit nous faire confiance dans l'entreprise. Mais j'ai des collaborateurs qui l'expliquent, moi-même et mon épouse et moi-même plutôt l'expliquent, parce que on est professionnels et on est dans la maison de gants, non pas pour vendre, mais pour conseiller. C'est la grosse différence. On a parlé du haut de gamme, du gamme moyen, mais juste en dessous de chez vous. Est-ce que vous n'avez pas, vous-même, dans votre propre maison, segmenté, puisqu'il y a de gants, il y a de gants business, vous avez voulu segmenter par rapport à la clientèle ou... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le hasard de la vie qui a fait que j'ai pu acquérir le 415 avenue Louise, puis après j'ai pu acquérir l'annexe du 415 avenue Louise, et puis après j'ai pu acquérir le bâtiment qui jouxtait le 415, qui était Holdingland à l'époque, et en fonction de la demande de clients, parce que vous-même, monsieur Faljaoui, Hamid, si je peux me permettre, vous avez des moments de votre vie et vous vous habillez pas de la même manière tous les jours par rapport à vos événements. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai développé petit à petit différents segments. Et maintenant, je pense qu'on couvre tous les segments. Il y a peut-être encore une petite chose que je vais mettre en place. Laquelle, par exemple? Parce que dans les segments auxquels vous faites allusion, par exemple, vous avez aussi des chaussures. Oui. Et les chaussures, ça se vend plus facilement qu'un costume, qu'une veste, qu'une chemise, ou c'est différent? De nouveau, c'est très problématique parce que les chaussures, vous avez la chaussure et le soulier. Oui, quelle est la différence? Le soulier, c'est fait d'une façon artisanale, oui, fait par des vrais bottiers, c'est-à-dire John Lobb, Gazagno Gorling, Edward Green, ça, ce sont des vrais bottiers. Il n'en existe pas d'autres. Oui. Alors oui, il y en a en Espagne, il y en a peut-être encore un en Italie, un ou deux en Italie, etc., mais qui sont plus pointus, plus particuliers, etc. Mais je pense alors, gros problème pour la chaussure, dans le sens que, bon, il y a la mode de la basket, actuellement. Ça s'amenuise un petit peu. Les gens préfèrent acheter une paire de chaussures, actuellement, parce que c'est un autre look. Donc, ils quittent les sneakers, mais ils retrouvent les cravates, et certains mettent même des pochettes maintenant. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait reprendre... moi, j'ai un film qui m'inspire et que j'adore, etc. C'est l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen. Oui. Si vous regardez ce film, il est en costume cravate 3 pièces, mais quand il est en basket, pantalon chino, blouson, casquette, lunettes, il est juste dans le moment qui le préoccupe. Quand il est à la plage, dans son buggy, avec son maillot de bain et sa chemise, etc., il est aussi juste. Il est juste dans toute
dans tout son cheminement de parcours. C'est ça qu'il faut rétablir. Donc on peut être élégant, je dirais, de manière habillée ou en toutes circonstances. En toutes circonstances. Alors même dans une piscine. Alors, exactement. Oui, c'est une question de maillot, effectivement. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Pierre, de marge. Alors, on sait que les marges dans beaucoup de secteurs ont été mis à mal, notamment après le Covid, avec les prix qui ont augmenté. On le voit aussi dans la construction. Est-ce que on peut dire que c'est à peu près aussi la même chose chez vous? Parce que, tout à fait. Alors, certains vous considèrent comme cher ou pas cher. Vous direz que c'est pas le cas, que c'est le juste prix. Mais comment vous faites pour garder des prix raisonnables alors que vos fournisseurs, non seulement demandent à être payés de plus en plus vite, me disiez-vous, mais en plus augmentent aussi leurs prix? On adapte les prix, mais d'une façon tout à fait objective et en fonction également de ce que les autres proposent également. Le gros problème, c'est que tout le monde se copie. Ouais, donc, et que le client ne sait plus ce qu'il achète. Il achète à un prix, il achète un produit, mais le prix n'est pas justifié par rapport au produit. Donc il doit faire confiance de toute façon à la personne qui le conseille, parce que sinon il dira c'est trop cher. Oui, mais c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à d'autres, je vais dire confrères, par gentillesse, qui proposent un veston à 100 ou 150 € moins cher, mais c'est pas la même chose. C'est un Beaujolais-Village, c'est un Beaujolais-Village, un château, un Sancerre rouge ou un château Aubryon, ben c'est une belle bouteille de vin, c'est une belle étiquette, mais c'est pas le même contenu. Alors c'est quoi la différence? Si quelqu'un entre chez vous, à la Maison de Gand, donc avenue Louise, dans les 90 secondes, qu'est-ce qu'il doit sentir où il se dit je suis là et pas ailleurs? Le professionnalisme, c'est-à-dire que en ce qui me concerne, quand j'accueille le client, c'est souvent le cas, mais pas toujours d'ailleurs, c'est que moi, j'adore dialoguer avec les clients, essayer de savoir quoi, comment, pour quelle occasion, ce qu'ils font. J'aime beaucoup, parce qu'en plus de ça détermine un petit peu également leur personnalité, leur charisme, leur style également, et la fonction aussi qu'ils occupent. Et à partir de ce moment-là, ça délimite peut-être plus facilement le créneau où je peux le voyer pour le conseiller. Alors, je le conseille. Alors, un vêtement n'est pas un vêtement, tout comme une chaussure n'est pas une chaussure, parce qu'il y a un fitting en fonction de votre morphologie, en fonction de votre attente, et c'est ça notre métier, c'est expliquer les choses et voir si ça va ou ça ne va pas. C'est pour ça que les clients reviennent, parce que je pense qu'on exalte mes collaborateurs, Mimi et moi-même, dans ce genre de choses. Mimi, c'est Michel, c'est votre épouse. Mimi, c'est votre épouse. Alors, vous avez 34 personnes qui travaillent chez vous. On a aussi parlé, j'essaie de faire des parallèles avec d'autres industries peut-être plus lourdes, de pénurie de main-d'œuvre spécialisée. J'imagine que chez vous, ceux qui travaillent chez vous ont quelques qualités supplémentaires. Et vous les avez trouvées comment? Parce que je pense que vous avez aussi des gens qui travaillent pour l'atelier de retouche, oui, qui est important. Oui, on a une quinzaine de personnes. Alors bon, sont tous des collaborateurs. J'ai depuis très on les voit en photo d'ailleurs. Oui, depuis très nombreuses années dans la maison. J'en ai un qui a commencé à 14 ans. Il n'était pas chez moi. Qui a 89 ans. Il est toujours passionné, etc. Mais ce sont tous des gens qui aiment leur travail et qui passent des heures et des heures avec une épingle, un fil au bout de cela, et je leur en remercie, parce que en réalité, c'est ce que je leur dis, peut-être pas assez souvent, mais que ce qu'ils font donne la notoriété à la maison également, parce que c'est parfait, quoi. Et donc, ce que vous vendez, c'est quoi? C'est pas simplement la matière première ou des tissus nobles. C'est quoi? C'est une expertise? C'est que les gens se disent, tiens, mais j'ai une histoire à raconter, j'ai pas un costume banal. C'est le storytelling, c'est le narratif. Oui, tout à fait. Alors, bon, on fait des costumes sur mesure également. Alors, il y a de la grande mesure marchand tailleur, et vous avez la demi-mesure industrialisée, c'est-à-dire que tout le monde fait de la mesure. Mais c'est savoir
il y a mesure et mesure. Ici, quand c'est la grande mesure marchand tailleur qui s'aménuise, parce que bon, c'est un prix conséquent, mais la demi-mesure, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable et tout à fait envisageable. Le client choisit, on a la grande chance d'avoir énormément de tissus, non pas en bunch, mais en coupe de tissu, pour que les gens puissent se draper dedans, voir, et puis on explique surtout la fabrication, et en plus de ça, bon, on a deux tailleurs, on a Gennaro et on a Jérôme, qui excellent l'un comme l'autre, l'un dans le montage d'un costume et l'autre dans les prises de mesure, et il reçoit son costume qui est terminé, ou presque terminé, qu'on peaufine et qu'on ajuste en finalité dans les ateliers, et surtout on explique le pourquoi pour se justifier du prix. C'est ça qui est très important. Et ces personnes se trouvent encore, ils sont chez vous dans votre vénérable maison, mais est-ce qu'ils sont encore sur le marché? Parce que j'imagine que vous devez aussi rajeunir le personnel. Et d'ailleurs, comment gère-t-on un personnel de 34 personnes dans le milieu de la mode pour les garder aussi? Parce qu'il y a un problème de rétention, j'imagine. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Oui. Vous savez, comme vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai mon caractère, c'est la vérité. Je pense que j'ai un bon fond, une bonne vision, une très bonne vision, etc. Bien souvent, on me dit que j'ai raison, mais j'ai pas la forme de le dire, parce que je suis comme vous êtes carré. Je suis carré, oui. Je suis carré, et mais peut-être parce que mon parcours de vie a fait que je suis comme je suis, parce que j'ai commencé très jeune et que bon. On m'a rien apporté sur un plateau d'argent, je l'ai fait moi-même. Mais bon, j'ai pas besoin de remerciements. Vous avez été chercher votre chiffre d'affaires avec vous-même, tout seul. J'ai été chercher, et j'ai surtout acquis une confiance de certains clients qui me le rendent bien jusqu'à présent. Alors, dans votre métier, on est amené, puis c'est un métier de service, d'hospitalité, si je puis dire, même si c'est évidemment dans le haut de gamme, et surtout parce que c'est dans le haut de gamme, ça consiste souvent aussi à dire oui au client, puisqu'évidemment, on veut lui faire plaisir. Est-ce que, dans votre histoire, parce qu'on peut faire un petit bilan quand même maintenant, il vous est arrivé de dire non à un client? Tout à fait. Dans quel cas, par exemple? Parce que l'attente du client ne correspond pas à notre attente par rapport au service qu'on peut lui servir. Dans le sens que les gens viennent, et étonnamment, vous avez des jeunes ou des personnes plus âgées d'ailleurs, qui viennent au magasin, mais qui n'ont pas le profil pour venir dans la maison de gants, parce que c'est pas gentil ce que je dis, mais qui n'ont pas la vision de ce qu'on fait, etc. Et je dis, mais là, je ne vous comprends pas. Ça veut dire, il veut acheter quelque chose chez vous, vous lui dire non, vous allez l'empêcher d'acheter ce qu'il veut. Non, je leur explique exactement ce qu'on fait, etc. On voit peut-être qu'il est un petit peu mal à l'aise ou choses comme ça, et puis je leur dis, mais écoutez, allez plutôt là ou là ou là. Et puis, des fois, ils partent, des fois, ils disent, non, mais je vais quand même essayer, ou choses comme ça. Les cas de figure sont fort différents. Mais voilà. Ou alors je dis non parce que. Donc quand vous dites non, dans ce cas-là, vous refusez une vente. Vous vous dites ça sert à rien, je ne vais pas lui rendre service. Oui, mais moi je ne vends pas. Alors on dit oui, De Gand est un vendeur exceptionnel. Non, moi je ne suis pas un vendeur. Je conseille. Je ne fais que du conseil et j'adore tant qu'on est dans les conseils et qu'on nous regarde ici, il y a plusieurs milliers de téléspectateurs téléspectatrices qui nous regardent. Enfin, c'est plutôt mode homme, donc c'est beaucoup d'hommes. Les 3 fautes de goût, fautes de goût, après tout est subjectif, qui vous frappent le plus si un client ne vous connaît pas entre. Je sais que vous n'avez pas l'agresser ni quoi que ce soit, que du contraire, mais c'est quoi qui revient le plus souvent, le plus fréquemment? Le vêtement qui n'est pas à taille, qui n'est pas... Quoi, qui déborde les épaules? Les épaules, les manches qui ne sont pas juste, le pantalon qui est trop large ou trop étroit, tous les détails qui font que ce n'est pas esthétique. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour... Vous dites que vous n'êêtes pas commerçant conseiller, puisque là, on est dans le domaine de la psychologie, sans vexer la personne, mais faire en sorte qu'il repart heureux et sans le traumatiser, si je puis dire. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais... bien souvent, ça va à partir du moment... Vous savez, les gens font changer aussi. Oui, les gens sont devenus agressifs, je trouve, non respectueux. Et
des fois, ils peuvent le percevoir mal, ma façon de réagir, etc. Mais j'essaie d'être le plus, comment vais-je dire, le plus convivial possible. Qu'est-ce qui motiverait un jeune cadre à entrer chez vous ? Parce que c'est vrai que la façade est superbe, elle peut aussi impressionner les gens. Est-ce que vous en êtes conscient ? Avec des personnes qui peuvent dire « ce n'est pas mon budget, ce n'est peut-être pas pour moi ». Quel serait le discours que vous leur retiendriez ? Et puis, que pourrait faire un jeune qui est en train de grandir au niveau professionnel, qui ne peut peut-être pas accéder au top de ce que vous pouvez lui proposer, mais qui pourrait déjà trouver son bonheur? Alors je me rends compte que la façade peut impressionner ou impressionne, hein, mais bon, je ne peux pas la changer, parce que bon, sinon ça doit... Non, mais ça fait partie de l'identité. Ça fait partie de l'identité également, hein, mais... on a énormément de jeunes qui vont peut-être acheter des vêtements à moindre prix et qui viennent chez nous pour chemise, cravate, pochette, chaussettes et des fois les chaussures ou les souliers. On en a beaucoup, énormément. Et je leur explique, hein, parce qu'ils font la démarche de venir pour un accessoire qui est en règle générale pas très onéreux, hein, et je leur explique ce que c'est qu'un vêtement. Et bien souvent, ils sont attentifs. Mais ils se disent, le jour où je gagnerai mieux ma vie, hein, je viendrai chez vous. Mais dans un premier temps, je m'achète quelque chose, je sais qu'il ne va pas perdurer, hein, je sais qu'il n'est pas de très belle facture, très bien monté, mais bon, ça me suffit actuellement, hein, et dans 6 mois, je le jetterai et je viendrai chez vous un peu plus tard. Et il y a un grand rôle qui intervient, ce sont les femmes, les épouses, les compagnes. C'est les femmes qui décident finalement de la manière dont leur homme sera ou pas habillé. Ah oui, et de plus en plus, je vais vous dire, les dames, les femmes, rêvent d'avoir leur compagnon habillé, qui se réhabille. Quoi, c'est quelque chose que vous entendez chez vous, à l'avenue Louise? Ah oui. Elles se plaignent du côté débraillé, entre guillemets, de leur... Oui, mais c'est un respect de soi, d'abord. C'est un respect de la personne avec qui vous êtes, hein, et en plus de ça, hein, du lieu. J'ai des amis restaurateurs, qui soient étoilés ou pas étoilés, etc. Hein, mais systématiquement, ils n'osent pas faire de remarques, mais je trouve ça déplacé d'être débraillé dans des établissements de classe quand la dame qui vous accompagne est habillée d'une façon très féminine, etc. Je trouve ça déplorable, personnellement. Alors, pour en rester au niveau économique, on sait que le pouvoir d'achat est plutôt du côté néerlandophone. Oui. Anvers, à Knock, on le voit bien avec les boutiques qui sont toutes ouvertes d'ailleurs le dimanche. Est-ce au fil du temps devenu un handicap d'être à Bruxelles, ou vous arrivez quand même à attirer cette clientèle-là? Alors, moi j'ai commencé à la mer, donc j'ai gardé une certaine clientèle. À la mer, c'est la manière polie de dire Knock. Oui, à Knock, à la belle époque de Knock. Et on a assez bien de clients néerlandophones qui nous font confiance. Il ne faut pas jouer avec eux, parce que c'est le juste prix. Dans ce genre de clients, ce sont tous des capitaines d'industrie, ce sont tous des gens qui travaillent énormément, qui ont forcément de l'argent parce que leurs entreprises fonctionnent très bien. Ce sont ces bons néerlandophones qui ont la valeur de l'argent, l'éducation et la façon de dépenser leur argent d'une façon qui est différente des francophones, qui est différente des francophones. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, c'est vrai que vous avez des clientèles, mais c'est partout. Les Wallons sont les mêmes, etc. Vous pouvez avoir des gens qui ont un pouvoir d'argent, etc., et d'achat, etc., mais ont besoin de marques ostentatoires pour montrer qu'ils ont la capacité financière et qu'ils ont réussi. Chez nous, c'est plutôt le quiet luxury et surtout pas de marque, hein, mais un label de qualité. Le label de qualité, ça c'est primordial, parce qu'on ne joue pas avec ça. Oui, ils doivent être sûrs, hein, et
ça c'est parce qu'il me faut confiance, d'avoir un produit qui est juste, quoi, et qui perdure dans le temps. Nous, on a beaucoup de vêtements qui reviennent. On peut aussi évoluer, je veux dire, au niveau des tailles. Oui, on fait les retouches chez vous, oui, c'est ça? Mais on a beaucoup de personnes qui reviennent avec des vêtements qui ont plusieurs années et beaucoup d'années et qu'on réajuste et qu'on remet au goût du jour. Donc l'achat, est-ce qu'il vaut mieux acheter quelque chose de bon marché qui ne perdure pas ou quelque chose qui coûte un certain prix qu'on peut réajuster, etc. et qui garde 5, 10, 15, 20 ans, ouais. Alors, on l'a dit depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, quasiment, Pierre Degand. Vous êtes dans un des métiers les plus difficiles au monde, celui de la mode. Hein. C'est quelque chose de très éphémère, de très difficile. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? C'est le stock, c'est la concurrence, c'est le e-commerce. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Peut-être que vous dormez très bien, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui vous empêche de dormir? D'abord, je dors très bien, effectivement, sauf par moments où j'ai forcément des crises d'angoisse, etc. C'est peut-être plus la pérennité de l'entreprise. Oui, la pérennité de l'entreprise, parce que j'espère que le Seigneur, ma mère, me donnera encore quelques années sur cette terre. J'espère que j'aurai encore la chance de pouvoir faire de nombreuses choses et que cette entreprise puisse succéder parce que je pense qu'on a un créneau, surtout actuellement, qui est juste parfait pour pouvoir développer cette entreprise. Et le départ, à un certain âge d'ailleurs, de Giorgio Armani vous a fait réfléchir aussi, parce qu'il avait aussi des problèmes, si je puis dire, de succession. Non, mais c'est une quoique lui, il a mis en place une fondation. Oui, mais c'est une toute autre dimension. Moi, je suis une toute petite entreprise. Moi, je suis rien. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. Oui, mais bon, à une autre échelle, c'est la même chose. Moi, j'ai plus de crainte dans de grands groupes financiers comme les groupes qui rachètent des marques, hein, qui bien souvent sont des purs financiers, mais qui connaissent pas vraiment le métier dans lequel ils se mettent. Ça, c'est pas l'objectif. C'est pas ça que vous voulez avoir, que quelqu'un financier rachète votre entreprise. Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais forcément, il en faudra. Mais si je rencontre quelqu'un qui a la même vision que moi, hein, les mêmes aspirations, la même volonté et passion, oui, ça peut être envisageable, oui. Parfait. Pierre Degand, merci de vous être prêté au jeu de l'interview. Je vous en remercie infiniment. Merci mille fois. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre Trends Talk avec un autre invité de marque. Merci mille fois. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.